La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club où l'économie décryptée par ceux qui la font. Et avec l'équipe des chroniqueurs du jour, nous sommes très heureux, très fiers de recevoir Véronique Anatole-Touzé, directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Rennes. Véronique Anatole-Touzé, bonjour. Bonjour. Grand merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine économique. On s'était rencontrés à l'occasion de la première vague. Nous étions en distanciel et on est très heureux de vous revoir aujourd'hui car avec les chroniqueurs, on a énormément de questions à vous poser durant cette demi-heure. Dans un instant, vous serez interrogé par Maurice Bourrigaud, le directeur général de la BPGO. Bonjour Maurice. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour à Hélène Lodic-Baron, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes. Bonjour à tous. Et bonjour à Hervé Lejeune, le délégué général de l'Union des entreprises 35. Bonjour Hervé. Bonjour Stéphane. Première question, nous enregistrons ce magazine aujourd'hui, mardi 24 novembre, il est 15 h, c'est important de situer cet enregistrement pour connaître avec vous les chiffres précis. On en est où au CHU de Rennes ? Alors au CHU de Rennes, nous avons encore plus d'une centaine de patients, 106 exactement, hospitalisés, dont 26 en réanimation. Mais nous avons passé le pic du nombre maximal de patients reçus, enfin maximal nous l'espérons en tout cas, qui est passé au 14 novembre au plus haut. Nous avions 123 patients au total hospitalisés et quelques jours avant, 28 patients en réanimation. Donc clairement, il y a une décrue de l'épidémie, un nombre d'admissions qui est bien moins important depuis une quinzaine de jours et qui nous permet d'espérer que cette décrue continue et que la pression sur le système de santé, donc sur le CHU là en particulier, continue également à décroître dans les semaines qui viennent. Si vous aviez une chose à retenir entre la première et la seconde vague, ce serait quoi ? Je crois que cette deuxième vague a vraiment été plus difficile que la première vague, en tout cas pour le CHU de Rennes et pour le département d'Ille-et-Vilaine, puisque comme vous le savez, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de Covid par 100 000 habitants a été beaucoup plus élevé dans cette deuxième vague et le nombre de patients hospitalisés a été aussi plus élevé. Au pic de l'épidémie, en première vague, nous avions accueilli 89 patients, mais dont 26 patients venant d'autres régions. Là, cette année, nous avons reçu 126 patients hospitalisés au plus fort de l'épidémie, donc une vague beaucoup plus importante et une concentration aussi des cas de Covid en Ille-et-Vilaine par rapport au reste de la région et à Rennes en particulier où le taux d'incidence a été le plus élevé. Donc c'est vraiment un point caractéristique par rapport à la première vague et la deuxième caractéristique, ça a été la plus grande difficulté de gérer cette deuxième vague, puisque pour l'hôpital, nous avions à maintenir non seulement la prise en charge des patients pour lesquels il y a eu des reports de prise en charge suite à la première vague, bien sûr tous les patients urgents, également les patients qui sont plus nombreux en période hivernale et en même temps la prise en charge du Covid. Donc c'est une vague qui a été beaucoup plus difficile à gérer pour nous, même si nous avons su faire face, bien évidemment, dans l'ensemble des services de soins du CHU. Maurice Bourrigaud, directeur général de la BPGO. D'abord, un mot de reconnaissance pour l'ensemble des personnes que vous représentez, des personnels soignants, des médecins, des experts, des spécialistes. Quelle est l'ambiance aujourd'hui ? Je crois que l'ambiance au sein du CHU, les professionnels sont à la fois très mobilisés et épuisés et fatigués. Je crois que c'est un peu les deux adjectifs que j'emploierais. C'est une très forte mobilisation parce que nous ne sommes pas encore sortis de l'épidémie. Nous avons encore beaucoup de patients Covid. Nous en recevons encore tous les jours, même si nous en recevons beaucoup moins qu'au pic de cette deuxième vague que nous espérons avoir passé. Et en même temps, ils sont épuisés parce que c'est une crise qui dure. C'est-à-dire que cette mobilisation, ces réorganisations permanentes que nous devons mener au sein du CHU, que nous avons dû mener à la fois en première vague, nous menons aussi en deuxième vague, est épuisante pour les équipes, d'autant que la prise en charge des patients Covid, en plus des autres patients qui sont là et qui doivent continuer à être pris en charge, est aussi plus lourde en charge de travail pour les soignants, puisque les contraintes de déshabillage et d'habillage avant d'entrer dans les chambres plusieurs fois par jour sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus fortes. Les précautions à prendre, bien évidemment, sont plus importantes pour d'autres patients, et donc c'est aussi un relatif épuisement. Donc il est temps pour nous de sortir de cette crise en espérant qu'il n'y aura pas de troisième vague.
Mais voilà, c'est ce double sentiment à la fois et ce double engagement de forte mobilisation et en même temps de fatigue et d'usure. Hélène Naudig-Baron, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes. Oui, un mot de reconnaissance, et pour rester effectivement sur le même sujet, il y a eu beaucoup de reconnaissance de la population française vis-à-vis du personnel soignant. On sent quand même un petit peu aujourd'hui un tassement, une banalisation peut-être de la situation. Quand on est mobilisé comme ça au quotidien, au-delà des conditions sanitaires, qu'est-ce qui peut donner espoir aux soignants? Qu'est-ce qui peut leur faire voir un peu le bout du tunnel et l'après-Covid? Qu'est-ce qui peut leur donner espoir aujourd'hui? Alors d'abord, je voudrais m'associer à la reconnaissance que vous exprimez et je vous en remercie vis-à-vis des soignants. Et évidemment, nous avons tous collectivement énormément apprécié le soutien de la population dans cette première vague, dans cette deuxième vague également, puisque les Français et la population a aussi participé à la baisse de l'épidémie à travers le confinement, à travers aussi un certain nombre d'efforts que fait la population pour éviter que l'hôpital et le système de santé soient saturés. Maintenant, nous avons eu pendant cette même période aussi un événement très important qu'on appelle le Ségur de la santé, qui a fait suite à de nombreux mouvements au sein des hôpitaux en général en France depuis plus d'un an et qui a permis à la fois d'injecter dans le système de santé des milliards, 8 milliards sont prévus de crédits supplémentaires, près de 14 milliards aussi en investissement. Et donc, les soignants en ont vu aussi des conséquences concrètes puisque très rapidement, le gouvernement a mis en place des mesures de revalorisation salariale qui sont déjà mises en œuvre au CHU. Au CHU, ça représente ces revalorisations salariales près de 30 millions d'euros par an, donc de crédits supplémentaires. Donc, c'est pas du tout négligeable. Maintenant, les soignants restent engagés. Je pense qu'au-delà de l'usure de cette crise, au-delà de la pénibilité du travail, à la fois sur le plan physique et psychologique, je pense que les soignants, parce qu'ils ont choisi ce métier, restent totalement engagés, mobilisés, à l'écoute des besoins et des attentes de leurs patients et espèrent la sortie du tunnel. C'est-à-dire ce que nous espérons tous, c'est qu'il n'y ait pas de troisième vague et qu'effectivement le respect des gestes barrières, le message que je peux peut-être passer à la population, c'est celui-là. Continuer à respecter les gestes barrières, ce n'est pas terminé. Il faut garder une vigilance très forte, surtout, et ce qui devrait être le cas, si des mesures d'allègement du confinement et ce qui est souhaité par la population et ce qu'on comprend parfaitement sont mises en œuvre et annoncées ce soir, il faut rester vigilant dans le comportement que nous pouvons avoir dans nos familles, avec nos amis, de manière à faire en sorte que, effectivement, les plus vulnérables, les plus fragiles ne soient pas hospitalisés. Je pense que c'est ça le message principal que je passerai encore aujourd'hui. Hervé Lejeune, délégué général de l'UE35. Je m'associe évidemment à mes petits camarades et vraiment un grand bravo à l'ensemble des équipes des soignants. En fait, à vous aussi et à l'ensemble de la direction, parce que derrière, il y a aussi tout un ensemble en fait à maintenir. Et puis aussi tous ceux qui gravitent autour des soignants, parce que c'est pas toujours simple de pouvoir concilier une vie de famille avec des engagements aussi forts de vos personnels. On a beaucoup parlé des blouses blanches qui circulaient sur les plateaux de télé. Il semble que les avis divergeaient même quand ils avaient le même métier. Et on a parfois critiqué un peu en disant les blouses blanches ont pris le dessus sur la blouse économique. Vous en pensez quoi? Vaste question. Je crois que c'est pas tout à fait le cas. C'est vrai que c'est normal, comme nous étions dans une pandémie mondiale et dans une crise sanitaire exceptionnelle, totalement inédite. Même si on a pu connaître dans le passé des crises sanitaires, celle-ci était vraiment exceptionnelle à de multiples points de vue. Il est normal et je trouve que c'est plutôt positif dans un pays démocratique, que les experts, les médecins en l'occurrence, les soignants, les scientifiques, puissent s'exprimer sur cette crise sanitaire et puissent être là aussi pour conseiller les décideurs que sont les pouvoirs publics ou que sont dans nos établissements. Mes médecins sont aussi mes conseillers, si je puis dire, pour m'aider à gérer cette crise et nous le faisons bien sûr collectivement en étroite concertation. Donc ça, je pense que c'est un point positif parce que d'une part, ça a permis quand même de vulgariser aussi le savoir scientifique, même si la conséquence peut être perçue comme négative, c'est des débats qui peuvent parfois paraître très techniques, en tout cas avec des opinions très tranchées, y compris sur le plan médical. On l'a vu sur l'hydroxychloroquine, mais il y a eu d'autres exemples. Et en même temps, vous avez raison, c'est-à-dire la crise économique est là. On peut avoir le sentiment d'avoir sacrifié l'économique au sanitaire. Je pense que les mesures qui ont été prises ont justement essayé de faire en sorte qu'on concilie au mieux
et enfin tous les gouvernements et dans tous les pays du monde ont essayé de prendre des mesures les plus adaptées possibles, avec quelques différences, mais des points communs quand même très, très importants, ont essayé de concilier les deux. Maintenant, clairement, le sanitaire a primé sur l'économique, mais sinon on aurait des morts en nombre beaucoup plus important que ceux qu'on a hélas constatés, qui sont toujours trop nombreux, bien évidemment. Donc je pense que cet équilibre à trouver, même s'il peut être perçu, y compris j'entends les commerçants, j'entends les restaurateurs, j'entends tout le monde économique qui effectivement a hâte de pouvoir sortir de ce tunnel, c'était, enfin en tout cas vu de l'hôpital, une mesure nécessaire, des mesures nécessaires pour pouvoir éviter qu'on soit totalement saturé et surtout que les soignants et les médecins aient à prendre des décisions qui auraient été éthiquement très difficile, c'est-à-dire de choisir entre des patients Covid, entre d'autres patients, d'autres urgences. Et nous n'avons pas eu à choisir. Et ça, je pense que c'est très important. C'est un soutien que même le monde économique, enfin je le salue d'ailleurs, je salue l'effort du monde économique. Voilà, c'est un effort de solidarité vis-à-vis du monde sanitaire que nous apprécions au quotidien, parce que nous aurions pu être dépassés. Et nous n'avons pas été dépassés. Nous avons réussi à garder le contrôle, et ça, je pense que c'est très important. C'était la grande hantise du corps médical d'être obligé de choisir. La profession force le respect, on le dit depuis des mois et des mois. Il y a un défi qui est à relever actuellement, c'est de livrer 10 à 15 milliards de doses de vaccins. Là encore, c'est un véritable défi dans un laps de temps suffisamment court d'aller à l'échelle de la planète dispenser ce vaccin. Oui, je crois que c'est un vrai défi. Ça a d'abord été un défi scientifique, parce que moi, de toute ma carrière, qui est maintenant longue, je n'ai jamais vu un vaccin sortir en aussi peu de temps. Donc c'est en moins d'un an, ou des vaccins en l'occurrence, puisqu'il y a plusieurs vaccins. Donc je crois que ça a été un défi de la recherche scientifique, des laboratoires mondiaux, qui ont été pour le coup solidaires, malgré les intérêts économiques variables suivant les laboratoires pharmaceutiques, évidemment, qui portent ces vaccins. Mais je crois qu'il y a eu un effort de partage des données, y compris de la Chine, d'ailleurs, de données scientifiques qui font que cette pandémie a entraîné une solidarité aussi de la recherche mondiale sur le vaccin. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à retenir et qui est très positif. Maintenant, effectivement, dans la phase de déploiement de la vaccination, il y a de nombreuses questions qui se posent, à la fois les cibles prioritaires ou pas de population à vacciner, les aspects logistiques, vous avez tout à fait raison, qui sont très importants, notamment pour un type de vaccin, celui de Pfizer, pour lequel il faut effectivement des congélations à froid très, très importantes. Et donc, ça pose de gros problèmes logistiques. D'ailleurs, nous sommes en train, au CHU de Rennes, de réfléchir à notre équipement dans ce domaine pour pouvoir aussi, évidemment, participer largement, et c'est notre rôle à la campagne de vaccination. Sont des défis logistiques, sont des défis d'approvisionnement et sont des défis aussi de mise en œuvre des campagnes de vaccination. C'est-à-dire qui va vacciner, comment on va organiser la vaccination, qui va être en première ligne pour la vaccination, est-ce que c'est la médecine de ville, est-ce que ce sont les hôpitaux, comment on va mettre des ressources aussi à disposition, parce qu'aujourd'hui, nos ressources, par définition, en tout cas à l'hôpital, et même la médecine de ville, qui est aussi très mobilisée sur le front du Covid, est mobilisée pour la prise en charge des patients, qu'il s'agisse d'ailleurs des patients Covid ou des autres patients. Donc il va aussi falloir trouver des ressources pour pouvoir vacciner à grande échelle et aussi vaincre les freins. On sait qu'en France, on a des freins à la vaccination qui sont très importants. Le mouvement anti-vax, des lobbies anti-vaccins, y compris chez les soignants, qui sont très présents, avec des craintes de manipulation de ces campagnes de vaccination par les laboratoires pharmaceutiques, mais qui, à l'échelle d'une population générale et des enjeux de la vaccination, sont difficilement acceptables. Donc tous ces enjeux-là, effectivement, tous ces freins doivent être levés et des travaux sont en cours d'ailleurs avec l'ARS, avec les pouvoirs publics pour préparer ces campagnes de vaccination qui est évidemment un enjeu important. Et le message que je pourrais passer là, c'est vaccinez-vous non seulement contre la grippe, parce que pour toutes les personnes à risque, c'est aussi très important dans cette période-là d'éviter qu'on soit aussi submergé par des cas de grippe comme on l'est tous les hivers. Donc vaccinez-vous contre la grippe et puis je ne peux qu'inciter bien sûr à la vaccination aussi contre le Covid dès que ces vaccins seront disponibles et accessibles. Il faut que votre appel soit vraiment entendu. Maurice. Merci. Un mot sur la sécurité. Je pense à tout le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, café, événementiel, etc. Je pense à tout ça. Mais sur le mot sécurité, on est dans un beau pays quand même. Alors peut-être que comparaison n'est pas toujours raison. Qu'est-ce qui fait qu'on est fort et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être encore plus fort en France ? Alors vous parlez de la sécurité sanitaire ? Oui.
Je pense que la France est quand même un pays très développé en matière de sécurité sanitaire. Je pense que nous avons une école de hautes études en santé publique qui est à Rennes, d'ailleurs. Donc nous formons en matière de santé publique à la fois des médecins, mais aussi des professionnels de santé en général, qui sont tout à fait à même de faire face à ces enjeux de sécurité sanitaire. Nous sommes une grande démocratie, donc les débats scientifiques sont partagés, les décisions sont prises après concertation. Je pense que la sécurité sanitaire existe en France. Enfin, il ne faut pas effrayer la population en pensant que nous ne sommes pas en sécurité sanitaire. Au contraire, c'est un grand pays, ça reste un des systèmes de santé les meilleurs au monde, même si on peut considérer qu'on a perdu quelques places dans les classements mondiaux, mais en tout cas, ça reste un des systèmes de santé les plus accessibles au monde, le plus aussi accessible financièrement, ce qui est aussi un point important, c'est que c'est une grosse différence avec les systèmes de santé anglo-saxons ou même de certains pays asiatiques. Donc, nous pouvons être fiers de la sécurité sanitaire qui est offerte par notre système de santé, qu'il s'agisse d'ailleurs de la ville, de la médecine de ville ou de l'hôpital. Plus de sécurité sanitaire demain, mais c'est aussi, à titre d'exemple, lever les freins à la vaccination, qui sont quand même un enjeu assez typiquement français. Quand on regarde en Europe, on n'a pas les mêmes craintes et les mêmes réticences à la vaccination. Alors on sait que la vaccination crée l'immunité collective et donc participe au bien-être et donc à la sécurité sanitaire de tous. Donc c'est certes une démarche individuelle, volontaire, puisque je rappelle que ce n'est pas obligatoire, la vaccination, c'est d'ailleurs un point de débat. Et les Français sont plutôt rebelles à l'idée de passer à une vaccination obligatoire qui a été mise en œuvre ailleurs. Mais typiquement, ce type de comportement à la fois individuel et collectif permettrait d'avoir un peu plus de sécurité sanitaire en France. Donc c'est aussi l'affaire de tous, la sécurité sanitaire. Ce n'est pas uniquement celle des hospitaliers ou des médecins, mais c'est aussi l'affaire de la population. Hélène. Lorsque nous nous sommes vus au mois de mars, vous insistiez à plusieurs reprises dans vos propos sur la perte de chance. Les personnes qui ont déserté l'hôpital pendant la première vague de Covid, est-ce que vous avez aujourd'hui du recul? Est-ce que les personnes qui n'ont pas bénéficié des soins au moment où cela a été approprié, est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que c'est quantifié aujourd'hui? Alors c'est difficile à quantifier, on n'a pas pu le quantifier, mais de manière précise, je ne peux pas vous donner des chiffres aujourd'hui parce que c'est très variable suivant les spécialités et puis c'est une appréciation a posteriori, donc c'est assez compliqué de le mesurer a posteriori, quelle est la part liée à la non prise en charge de ces patients, parfois à leur demande, parce que souvent ce sont les patients eux-mêmes qui ne voulaient pas venir à l'hôpital, malgré les demandes des médecins qu'ils viennent se faire prendre en charge, y compris pendant la première vague. Mais pour un certain nombre de situations, on sait qu'il y a eu des retards de prise en charge, on le sait. Les pathologies constatées après le déconfinement de la première vague, certains médecins ont constaté effectivement des situations très dégradées qu'ils n'avaient pas vues depuis des années. Parce que, effectivement, des pathologies chroniques, lourdes, de certains patients n'avaient pas été prises en charge. Et que les patients eux-mêmes, encore une fois, je le rappelle, avaient peur aussi de venir à l'hôpital. Je pense que c'est aussi ça qui a été difficile pour nous dans cette première vague. Maintenant, je pense que le rattrapage a été fait ou est en cours de finalisation. C'est-à-dire que pour les situations, je dirais, les plus lourdes, les cancers, la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, toutes les pathologies chirurgicales très lourdes ou même médicales, l'ensemble des équipes médicales et soignantes ont vraiment utilisé à la fois la période d'été, et y compris cette deuxième vague, pour rattraper les prises en charge de tous ces patients et éviter justement des pertes de chance et des dégradations à l'occasion de cette deuxième vague. Donc je pense que cette deuxième vague, justement du fait qu'on a pu non pas déprogrammer toute l'activité dès le départ, c'est-à-dire dès le confinement, mais qu'on a pu continuer à prendre en charge les patients pendant cette deuxième vague, les autres patients que les patients Covid, a entraîné moins de pertes de chance que la première vague. Hervé. Allez, on va sortir un peu du Covid. Je vais vous le dire, et c'est vraiment pas pour vous faire plaisir, vous êtes l'une des rares directrices d'un CHU ici à Rennes et en Bretagne qui ait autant pris l'intérêt de sortir de l'hôpital et de s'intéresser à l'extérieur. Vous étiez l'an dernier, je crois, marraine des Oscars d'Ille-Vilaine. Vous êtes très engagée dans les fonds de Nominoé, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ça fait 5 ans, je crois, que vous êtes ici à la tête du CHU. Quel est votre regard aujourd'hui sur la Bretagne et les Bretons, vous qui avez gravité dans d'autres régions ? Mon regard est très très positif. D'abord, moi je tiens beaucoup, effectivement, je pense que un CHU doit être ouvert sur son environnement économique, son environnement politique, sur les collectivités, sur le monde
le monde hors le monde scientifique. Et je pense que ça, c'est très très important. L'ouverture sur la ville, les coopérations avec les autres acteurs, quels qu'ils soient, c'est fondamental. Et alors par rapport à mon regard pour répondre à votre question, sur mon regard sur les Bretons, il est très positif. D'abord, on est remarquablement bien accueillis. J'avais l'occasion de le dire déjà. Et la Bretagne est, je crois, vraiment une terre de grands professionnels. En tout cas, là, je parle de ceux que je connais le mieux au quotidien, de grands professionnels de santé, une terre aussi de solidarité et d'innovation, peut-être plus que d'autres régions. J'ai vraiment pu le constater, y compris dans la gestion de la crise, où il y a eu vraiment une très forte solidarité entre l'ensemble des acteurs, médecine de ville, hôpital, établissements publics, privés. Je pense que cette solidarité est assez exemplaire et assez remarquable par rapport à d'autres régions. Et c'est aussi une terre d'innovation. Je crois que les Bretons sont vraiment à la volonté de toujours chercher à améliorer leurs pratiques et d'aller chercher l'innovation. C'est vrai en médecine, c'est vrai dans d'autres domaines. Et je pense que c'est aussi une caractéristique très agréable pour moi, qui aussi suis très attachée à l'innovation, de pouvoir travailler avec les Bretons. Il nous reste 4 minutes, donc on va tourner très très vite. On parle d'innovation, vous en parlez. Le CHU de Rennes est en transformation, il se modernise avec un très grand plan. Et il y a un sujet d'actualité qui sera lancé dans une dizaine de jours sur Rennes aussi d'une manière importante, c'est la 5G. Dites-nous vraiment ce que la 5G, il y a des opposants, il y a les pour, les contre, on parle aussi du rayonnement d'un territoire. Qu'apporte très concrètement d'un point de vue médical la 5G? On sait que ça permet de faire des choses incroyables, d'aller très vite. Tout à fait. Alors, le CHU est engagé depuis déjà plusieurs années dans un projet européen, dit H2020, de recherche sur la 5G appliquée au bloc opératoire. Donc, je vous cite un exemple très concret. La 5G permettra, dans le cadre notamment de ce que nous faisons à Rennes, qui est de la robotique chirurgicale, c'est-à-dire de la chirurgie assistée par ordinateur, d'avoir une rapidité d'utilisation des images. Ça permet notamment d'utiliser des images à la fois d'imagerie, mais aussi pendant l'intervention chirurgicale, de communiquer aussi avec d'autres sites pendant une intervention chirurgicale. En urologie, à titre d'exemple, nous l'avons fait là, avec les États-Unis récemment. Et la 5G va permettre une rapidité d'utilisation des images qui va être beaucoup plus importante et donc qui est un vrai atout pour nous en médecine. Ceci dit, j'ai entendu aussi les réserves sur la 5G, sur le plan des conséquences environnementales et sanitaires et éventuelles sur la population. Donc il y a une étude en cours de l'ANSES qui n'est pas encore, comme vous le savez, finalisée et qui va permettre de contribuer à cela. Et nous sommes prêts, d'ailleurs, au CHU de Rennes, à contribuer aux études sur ces aspects pour évidemment rassurer la population et répondre aux craintes également qui peuvent éventuellement être présentes et qui sont présentes sur les risques sanitaires, voire environnementaux de la 5G. Nous sommes prêts à y participer, à travailler à ces études, bien évidemment, pour rassurer aussi la population et contrôler aussi l'utilisation de la 5G, parce que ça fait partie aussi des objectifs. Maurice. Innovation. Vous êtes à la tête d'un macro-budget, vous dirigez une ville dans la ville. Et vous allez vous transformer. C'est un budget d'investissement. Sur le budget de fonctionnement, vous êtes sous la contrainte. Il y a beaucoup moins de création de richesse en 2020, beaucoup moins en 2021 prévu. La contrainte budgétaire ne va pas cesser. En quoi ça vous aiguillonne pour l'innovation et de quoi êtes-vous la plus fière depuis quelques années en termes d'innovation sous la contrainte budgétaire ? Oui, alors d'abord la contrainte budgétaire, oui, elle a toujours existé, mais en même temps, elle est un peu légitime dans un système qui est financé par la protection sociale et donc par la collectivité. En tout cas, nous avons un devoir de bonne gestion de l'argent public qui nous est confié. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a sans doute aussi été excessive ces dernières années. Et c'est d'ailleurs, je parlais du Ségur de la santé tout à l'heure, c'est vrai que les contraintes budgétaires qui ont pesé sur les hôpitaux ont été particulièrement fortes, même si au CHU de Rennes, nous avons réussi, malgré tout, à continuer à développer, à créer des lits et à créer des emplois. Nous créons en moyenne 200 emplois par an au CHU de Rennes et nous avons augmenté notre capacité en lits de plus d'une centaine de lits. Donc, grâce à des réorganisations, grâce à l'innovation, nous avons pu concilier à la fois la réponse aux besoins de santé de la population et également le développement pour mieux répondre à ces besoins. En matière d'innovation, c'est très difficile de dire laquelle je suis la plus fière, parce que je suis fière de multiples innovations qui ont lieu tous les jours au CHU, à la fois sur le plan thérapeutique, technologique ou autre.
Mais je dirais ce dont je suis le plus fière, c'est l'innovation du projet du nouveau CHU. Parce que je pense que c'est une vraie innovation. C'est un projet qui va être véritablement innovant dans sa conception architecturale, organisationnelle, médicale. Et ça, je suis assez fière de ce projet que j'ai porté depuis le départ, qui va se réaliser d'ailleurs dans les temps. Merci beaucoup Véronique Anatole-Touzé, directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Rennes. Merci à Maurice, Hélène, Hervé. Et puis on vous recevra un jour à l'Atrium, vraiment en formule 52 minutes depuis l'Atrium de la BPGO. Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre TVR BPGO Business Club. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.